Oui, bonjour. Je remercie beaucoup Catherine Cocchio et Lucie Campos de m'avoir invitée ici. Je fais une autre petite assise. Je ne pouvais pas être là les 2 premiers jours du colloque parce que j'ai une blessure infectieuse à la main, un peu lourde. Voilà. Troisième assise, et je commence, c'était que vous allez voir, le niveau intellectuel va chuter après l'exposé qu'on vient d'entendre. Donc, j'avance. Alors écoutez, ici, en fait, il sera question pour moi de l'écriture de l'histoire, pensée et élaborée à partir de faits de violence minuscules, effacés depuis longtemps, XVIIe, XVIIIe siècle, et dont ni les manuels d'histoire, ni l'histoire n'ont la mémoire. Et ces instants de vie conflictuels sont consignés dans des archives manuscrites qui ont un statut très très particulier. Ce sont des archives de police du siècle des Lumières. Elles sont donc transcrites par un ordre judiciaire et policier monarchique, par un pouvoir coercitif organisé, qui est un pouvoir de domination et de répression. Elles font partie de ce qu'on appelle des fonds d'archives, cette expression que je trouve toujours très jolie, et elles revêtent à l'évidence d'abord un caractère politique qui, à cet instant, décide de partager le bien du mal, l'ordre du désordre. Donc, elles sont contemporaines d'une temporalité bien spécifique de la fin du XVIIIe qui avait, comme vous le savez sans doute, peaufiné sa police depuis l'établissement de la charge du lieutenant général de police en 1665. Et ces archives, elles révèlent une mise en action, ou plutôt une mise en scène politique. Tout d'abord, le geste officiel d'archiver, de classer, de garder, c'est le premier outil opératoire dont elle s'est servie, la monarchie. C'est une survivance du passé, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a disparu et pourtant laissé trace, et je fais référence au premier exposé qui a été fait ici, c'est-à-dire en effet ça n'avait pas disparu puisque c'était dans les archives, mais ça avait disparu parce qu'aucun historien n'avait encore découvert ces fonds d'archives, ou tout du moins traité ces fonds d'archives. Au sens, elle est effectivement entre un existant et de toujours, et en même temps un oublié, ou une oubliée. Bon, ces archives, où sont mises en exergue des faits de violence dits punissables, se structurent en fait en plusieurs sortes de récits. Il y a d'abord la plainte, qui est faite par la victime. Le récit n'est pas dit au jeu, bien sûr, parce que il est transcrit, le récit, par un greffier qui lui donne une forme bien particulière. Aujourd'hui, à 3 heures, la dame Marguerite Bell est venue se plaindre de ce que, et elle raconte ce qui lui est arrivé. Deuxième type de récit, c'est l'interrogatoire. C'est un récit, alors là, qui est écrit sous forme de questions et de réponses, à lui demander si, là aussi c'est pas au jeu, a répondu que. Tous ces statuts sont effectivement extrêmement différents. Les témoignages, qui sont très nombreux la plupart du temps, le témoin raconte, lui non plus, il ne parle pas au jeu, mais il a une liberté, puisqu'il n'est pas mis en cause, il est simplement témoin, il a une liberté d'esprit, je dirais, et de parole, que le greffier peut conserver autant que faire se peut que l'on puisse garder une écriture oralisée. Puis enfin, dernier type de récit, les rapports de police, les informations, les enquêtes, les jugements, dont la forme est juridiquement policée et se met à l'œuvre à la fin du XVIIIe, ne ressemble pas du tout au XVIIe siècle. C'est une mise en œuvre vraiment qui appartient à cette fin du XVIIe, au début du XVIIIe. Alors moi, je réfléchirai ici rapidement que sur les 3 premières formes de récit, la plainte, l'interrogatoire et les témoignages, car ce sont en elles qu'on retrouve traces de paroles ayant été prononcées par des particuliers, souvent pauvres, contraints par la justice à se raconter ou à raconter, de toute façon contraints à entrer et à se situer d'une manière ou une autre, habile ou malhabile, dans le théâtre de la justice et du pouvoir. Et ces paroles, reprises par le greffier, qui sont en fait incitées par le commissaire de police, ne connaissent guère de liberté. Mais elles disent, entre guillemets.
elles disent. Elles disent une histoire, elles disent des histoires. Ces histoires, elles peuvent se contredire les unes les autres, mais surtout, elles obéissent à des stratégies d'affirmation ou de disculpation qui sont très nettes. L'historien qui les découvre, puis les déchiffre, sait depuis longtemps qu'elles ne sont pas le reflet du réel, mais qu'elles sont forcément issues d'une temporalité très précise, munie d'un système de vraisemblance très fort, qui n'est pas forcément un processus de vérité. Mais mieux vaut devant un commissaire de police être vraisemblable que pas du tout vraisemblable, et il n'est pas sûr qu'il soit mieux d'être vrai parce qu'on peut terminer en prison. Bon. Cette fabrication de paroles, fruit de la domination, esquisse pourtant, bien qu'on ait fait beaucoup de procès aux archives de police, esquisse pourtant des modes de vie, des situations sociales et imaginaires, des manques, des silences, et ouvre sur des interstices événementiels oubliés, dont l'histoire en fait est faite, mais dont elle n'a pas gardé ni cherché à garder la mémoire. Car c'est d'abord ce processus de l'institution judiciaire qui se révèle en premier à ses yeux. Pourtant, ces récits sont loin d'être insignifiants. Effacés, peu lus, ou juste maintenant en train d'être découverts, ils surgissent et d'eux jaillissent des aperçus aussi dépaysants que familiers, c'est cette tension-là qui est la plus étonnante, jaillissent des aperçus dépaysants et familiers qui déplacent bien des stéréotypes acquis depuis la tradition positiviste. Elles ouvrent sur des ailleurs, or l'historien, c'est celui qui va vers l'ailleurs et non vers le reçu. Elles ouvrent sur des ailleurs délaissés où se révèlent le dit et le non-dit, le silence, l'hésitation et quelques fragments de vérité. L'objet de recherche choisi, violence, c'est mon cas, est déjà un indice de l'attitude de l'historien. Aucun objet de recherche ne se prend au hasard. Et ce n'est pas la peine de dire le contraire. D'ailleurs, c'est une question qui, paraît-il, est taboue. Bon. Moi, ça m'est égal, moi, je veux bien le dire, mais bon. Aucun objet de recherche ne se prend au hasard. Déjà construit par son intitulé, l'objet de la recherche est aussi construit par le matériau dont l'histoire se sert comme unité de compréhension. Cela lui permet à son tour, l'historien, de classer, de ranger, d'analyser, de critiquer, de porter sens, d'interpréter, puis in fine, et c'est la dernière opération, de construire lui-même un récit, une narration, ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Or, le matériau, même rassemblé sous le nom violence, est d'une très très grande hétérogénéité. Il contient une infinie diversité d'intrigues qui, pour être parfois contradictoires, sont sous l'ordre quasi obligé de la vraisemblance. Et enfin, à cause de cela, cela offre à l'historien de multiples, d'accord, mais très périlleux moyens d'entrer en interlocution, en communication avec ce qui est dit être survenu et ce qui est effacé des mémoires. Effacement par le temps, bien sûr, mais de plus, n'ayant jamais été logé dans la mémoire officielle parce qu'ayant été considéré comme trop minuscule. Toutes ces vies singulières et minuscules, obligées de se dire, s'éparpillent dans la lecture, puis, par un mouvement de la pensée de l'historien, se rassemblent enfin autour d'un certain nombre de constats ou même de sensations. L'historien, quand il est dans cet ailleurs, est totalement immergé dans l'inattendu, dans la flagrance, c'est-à-dire le surgissement, le quelque chose qui devient flagrant, la flagrance, mais aussi dans un dépaysement doublé de familiarité, dans l'appréhension qu'il a très fortement de vie accrochée à leur monde social et politique, qui inventent, phrase après phrase, leurs acquiescements, leurs dénis, leur refus de dire la vérité, et qui font affleurer d'intenses contextes culturels et économiques, de nombreux désirs, autant d'espoirs déçus et de bonheurs inachevés. Des non-dits qui ressemblent souvent aussi à des indignations, à des meurtrissures ou à des vilainies, ça existe aussi. On peut encore dire, en tout cas cela m'arrive, que l'historien entende et voit. Car la description en fait, de la police sont d'une infinie minutie.
la couleur des vêtements, le signalement des visages, la couleur des yeux, des cheveux, les sonorités vocales, des voix, le rauque des femmes en émeute, les bruits de la ville, ceux des rixes, les jeux de l'amour, de la séduction. De ces constats précis et de ces pensées, de ces visions, l'historien capte certains signes qui lui permettent non seulement de décrire ce qui serait pas... Enfin, on peut faire des anecdotes à foison, mais ce n'est pas intéressant. Non seulement de décrire, mais de donner sens, puis de transmettre au monde d'aujourd'hui. De même travaille-t-il à la relation que les régularités qu'il entrevoit opèrent en même temps avec tous les écarts et avec les exceptions qui, en fait, justement, ne sont pas exceptionnelles, mais signifiantes. Traiter une exception comme n'étant pas exceptionnelle est un travail difficile. Il met en forme la tension entre une façon de tout expliquer qui tiendrait de l'évidence et un « ça », entre guillemets, encore inexpliqué. C'est ça, c'est ce ça, c'est le manque, ou encore le trop-plein, et c'est sur quoi il doit porter sa recherche. Car il faut chercher à nommer ce qui a semblé surgir de façon unique, ne pas le laisser de côté, et pourtant veiller à ne jamais l'intégrer de façon lisse et causale dans le récit. Il faut bien plutôt l'entrevoir comme un élément perturbateur. C'est de la perturbation qui est sous nos yeux, un signe de rupture et de discontinuité. C'est là, je pense, qu'il faut considérer comme nécessaire, car le fait insignifiant ait été si longtemps impensé et oublié, et qu'en fait, il est de l'ordre du dissible et du pensable. Pour cela, je me suis toujours aidée d'une phrase de Paul Ricoeur, qui avait été prononcée à la cantonade il y a longtemps déjà, lors d'un séminaire qu'il tenait à l'école des hautes études en sciences sociales, et où, interpellant de façon un peu vive les historiens, il leur dit « Vous, historiens, votre plus grande difficulté, et qui est de plus votre formidable piège, c'est de toujours connaître la fin de l'histoire. Oui, nous savons tous la fin de l'histoire, et nous sommes tentés par des explications trop simples et des systèmes causaux qui vont d'un point à un autre, tout ce qui se passant avant, expliquant mécaniquement ou astucieusement, ou très... On peut être mécanique ou très astucieux ou très subtil, mais pour moi, ça revient de même, ce qui se passe après. Et puis, il est une autre mythologie tenace dont il nous est difficile de nous défaire. C'est celle que dénonçait Michel Foucault dans son texte sur Nietzsche, la philosophie, l'histoire. Pour lui, les commencements, que nous cherchons sans cesse, n'ont pas la couleur bleutée des aurores. Je le cite. Ce qu'on trouve au commencement de l'histoire des choses, ce n'est pas l'identité encore préservée de leur origine, c'est la discorde. C'est la discorde des autres choses, c'est le disparate. Fin de citation. Ainsi, le temps historique est-il un temps morcelé, déchiré, heurté, aux temporalités plus complexes que celles que nous faisons apprises à l'école, avec des hiérarchies enchevêtrés et des systèmes de dominance et de domination, disons-le, plus subtils que ceux énoncés par les habituelles scansions de nos livres d'histoire. Après tant de recherches sur les faits de violence arrive celui de la mise en récit, donc de l'écriture. Sur cet acte d'écrire, après avoir lu des écrits eux-mêmes produits par des écrits, ça fait beaucoup d'emboîtements et de mise en abîme. Sur cet acte d'écrire, après avoir lu des écrits eux-mêmes produits par des écrits, les historiens parlent peu. Ils énoncent rarement comment ils écrivent. C'est un défi de le faire, je vais le tenter modestement. Ils ont souvent intériorisé les conseils académiques, la formation qu'ils ont reçue dans les grandes écoles et les agrégations, et ils sont tentés de se livrer à des démonstrations lisibles et convaincantes, sophistiquées, hors de l'esthétique, loin, très loin de la subjectivité, qui est le péché mortel, ni de quelconque affect. Comme le disait Jean-Pierre Vernant, il leur échappe la chair de l'histoire. Mais cette dernière, pourtant, n'est pas simple à mettre en écriture, car il ne s'agit pas de mettre de l'émotion ou de la chair pour faire un récit d'histoire. Tout d'abord, l'écriture est un acte de solitaire, un acte seul, intensément seul. Écrire pour ne pas mourir, disait Blanchot. De plus,
Ce n'est peut-être pas ce moment-là qui enthousiasme le plus l'historien. C'est bizarre d'ailleurs. Or, l'écriture et la mise en récit sont ce moment fondamental, aigu, où l'engagement se fait dans la transmission, dans l'offrande, entre guillemets, à autrui de ce qui fut, par le biais de mots choisis qui doivent correspondre à la fois au rythme, aux sonorités, aux modulations, aux mélodies, aux scansions que connaissait le temps passé, ainsi que correspondre aux attentes vives d'un présent pas toujours satisfait de l'histoire qui lui est donnée. Il ne s'agit pas en effet de réenfermer les morts dans leur tombeau, mais de donner place à ceux qui vivent aujourd'hui. L'écriture est un acte intime et public, donc complexe. L'écriture possède un ethos, détient une responsabilité, organise un savoir qui, par le biais d'un style et d'un langage choisi, deviennent une façon d'éveiller le lecteur aux vies d'autrefois, au sens qu'elles ont donné. L'histoire, c'est la possibilité de découvrir et de s'approprier à nouveau le sang qui coule dans nos veines depuis longtemps. Pour éviter les stéréotypes et les raisonnements simplifiés, il est un langage à bannir, celui qui emploie constamment, et on le voit pas que dans les livres d'histoire, mais dans les thèses, etc., les mots constants qu'on trouve sous la plume de tous. La société a dit que, la femme a fait que, le pays est en train de, etc., qui sont ce que j'appelle des entités masques, empêchant toute aspérité, toute description de la discontinuité, tout ce que peut représenter la singularité d'advenir. Rien en effet de ce qui est advenu autrefois n'était obligé d'advenir. Et c'est sur ce heurt qu'il faut écrire, sur ce surgissement qui brise toutes les causalités classiques. Si l'on s'en tient à la violence, c'est bien face à une myriade de faits enchevêtrés qu'on a à faire, et l'écriture doit essayer de prendre le souffle de ces enchevêtrements, de ces énigmes existantes, même si elles sont minuscules, et de poser, pour les regarder d'en bas et les ressaisir en un discours qui laisse de l'espace à ce qui aurait éventuellement pu exister autrement. Moi, j'aimerais beaucoup, mais c'est difficile, travailler l'histoire en me disant que c'était pas forcé. Et quand je pense ça, en général, ça me donne des idées. Effacés, les faits de violence sont muets. Raconter, écrire sur cet effacement empli de présence, c'est un peu un art. L'art de narrer a pour tâche de ne pas faire disparaître l'aspect souvent épique des événements les plus ordinaires. Les archives de police délivrent des écrits, fruits de paroles dites. La violence décrite a été reconstruite, mais l'oralité de ceux qui en ont parlé est déjà un signe de vie. Revenir par écrit sur ces paroles, c'est important, ne serait-ce que pour en restituer l'incommensurable, parfois le sublime, souvent l'indignité et l'insigne pâleur de ces vies dominées. La narration de l'histoire ne s'épuise jamais, mais son sens tragique, voire pathétique, ne disparaît pas. Walter Benjamin écrivait « On peut aller jusqu'à se demander si l'œuvre de l'historien ne constitue pas le noyau d'indifférence créatrice parmi toutes les formes épiques. » Fin de citation. Il faut terminer, je crois. Il me faut terminer, laissant sans doute encore beaucoup de points obscurs à propos de cette notion d'écrire après de simples faits de violence, même aussi beaucoup de points obscurs parce qu'il est difficile, et c'est la première fois, je crois, que je l'ai tenté aujourd'hui, et j'espère le tenter d'autres fois, de pouvoir dire ce qu'est le projet ou la réalité d'écrire l'histoire, non seulement après l'effacement des faits, mais après la recherche faite par l'historien. Mais il me semble important de poser une question philosophique, insistante et difficilement soluble. Elle vaut pour bien d'autres thèmes que ces minuscules faits de violence. Elle vaut pour des thèmes comme la guerre, les révolutions et tant d'autres. C'est celle que le philosophe Marc Crépon appelle dans un de ses livres récents le consentement meurtrier. Je le cite. Il n'est pas critique de la violence, pas de dénonciation de la cruauté, qui ne porte comme leur ombre le risque d'un consentement actif ou passif, implicite ou explicite, à cette même violence et à cette même cruauté, pourvu qu'elles adviennent ailleurs ou autrement. Fin de citation. Si les faits de violence forment une longue litanie, et si peu ou prou l'humanité consent au meurtre ou à la violence, l'historien se doit peut-être d'en explorer
non sa venue incontournable, mais les instants où elle n'est pas alors qu'elle aurait pu être. Et puis, l'historien ne peut-il pas faire un vœu utopique, celui de penser qu'à les étudier avec soin, au plus près du ras des paroles dites, il les éloigne de nous. Si informés que nous soyons sur les nouvelles du monde, passé et présent, nous, historiens, restons souvent pauvres de mots face aux formes épiques de la tragédie historienne. Je vous remercie.